La Commission européenne met les bouchées doubles pour renforcer la sécurité du continent. Ursula von der Leyen a présenté ce mardi 4 mars à Bruxelles un plan très attendu encadrant les futures dépenses européennes en matière de défense. Nous vivons une époque extrêmement dangereuse. Je n'ai pas besoin de décrire la gravité de la menace à laquelle nous sommes confrontés, a-t-elle déclaré, en référence à la situation autour du conflit en Ukraine, dont l'issue fait l'objet d'âpres discussions, notamment entre la Russie et les États-Unis actuellement. Par ailleurs, l'administration de Donald Trump a annoncé quelques heures seulement avant cette conférence de presse de la chef de la Commission européenne qu'elle allait suspendre son aide militaire à Kiev. Pour contrer les menaces qui pèsent sur l'intégrité du continent et muscler la défense des États européens, la Commission a annoncé donc le lancement du plan Réarmer l'Europe qui mobiliserait près de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards sous forme de prêts à disposition des 27. Pour ce faire, le plan envisage d'exclure pendant une période de 4 ans les dépenses de défense des critères pris en compte dans les procédures pour déficit excessif à tous les États membres de l'Union européenne. Cette mesure repose sur l'activation au niveau national d'une clause de dérogation aux règles du pacte de stabilité et de croissance, permettant ainsi de desserrer temporairement la contrainte budgétaire. En parallèle, Ursula von der Leyen propose de mobiliser 150 milliards d'euros sous forme de prêts destinés aux États membres afin de renforcer les capacités de défense pan-européennes. Ces fonds seraient orientés vers des projets stratégiques tels que la défense antiaérienne, la protection antimissiles ou encore l'acquisition de munitions et de drones. Ces achats communs garantiraient l'interopérabilité des armements au sein de l'Union, favorisant une meilleure coordination militaire entre les États. Alors, bien entendu, avec cet équipement, les États membres peuvent renforcer massivement leur soutien à l'Ukraine. Il s'agit donc d'un équipement militaire immédiat pour l'Ukraine, a précisé la chef de l'exécutif européen. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a tenu mercredi soir, lors d'une intervention télévisée, des propos extrêmement belliqueux à l'égard de la Russie, s'engageant sans faille dans la même voie que celle tracée par Ursula von der Leyen, avec l'idée de partager la puissance nucléaire française avec les pays européens. Ainsi, à l'aune du retrait américain du conflit en Ukraine et probablement de la défense européenne, l'Europe a-t-elle les moyens de ses ambitions militaires au moment où l'endettement abyssal et la désindustrialisation écrasent les populations qui voient leur niveau de vie s'éroder et le spectre de ponction de leur épargne pointer à l'horizon? En quoi cette démarche est-elle judicieuse? Pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delawarde, ancien chef situation, renseignement et guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Mon général, bonjour et merci encore une fois d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour à vous et vos auditeurs et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, avant de vous poser la question, j'aimerais bien rappeler quelques chiffres qui me semblent importants pour mettre, disons, l'auditeur, tous les auditeurs devant l'image complète. Alors, Donald Trump a exhorté de nombreuses fois les États membres de l'OTAN à augmenter euh, leur budget militaire à hauteur de 5% du PIB. Alors, la contribution directe des membres de l'OTAN au quote-part, ce qu'ils appellent la quote-part, est calculée selon une formule prenant en compte le revenu national brut des États. Elle est fixée donc pour 2 ans. Pour cela, en 2023 et 2024, les principaux contributeurs de l'Union européenne donc à l'OTAN était l'Allemagne avec une participation à hauteur de 15,88% du budget commun, la France 10,19%, l'Italie 8,53% et l'Espagne 5,82%. Les autres États membres ont tous une quote-part inférieure à 5% du budget, voire 1% le plus souvent.
Alors, Général de Delaware, dans ce cas, où les Européens trouveront-ils l'argent pour financer le plan de réarmement qui vient d'être annoncé? Et puis, comptent-ils réorienter leur contribution, par exemple, qu'ils ont l'habitude de donner à l'OTAN vers le financement de leur plan? Qu'en sera-t-il dans ce cas de l'OTAN? Et est-ce que tout ça est sérieux? C'est-à-dire que malgré ces dépenses, en réalité, la situation n'a absolument rien, cela n'a absolument rien changé à la situation en Ukraine. Vous avez totalement raison, hein. Actuellement, les pays de l'Union européenne sont quasiment tous en surendettés, en faillite, et ils ne trouveront pas l'argent qu'ils déclarent vouloir rassembler. Donc on est là encore dans le déclaratoire, dans le déclamatoire. Retiens-moi ou je fais un malheur, voilà ce que je vais faire. Hein, ce sont des annonces qui ne seront jamais suivies d'effet. Déjà que, en temps normal, les fameuses lois de programmation militaire, voire même les budgets annuels, ne sont jamais suivis d'effet, hein, parce que on s'aperçoit en cours d'année, par exemple, qu'on n'a pas les moyens de boucler l'année et donc on reporte des programmes sur l'année suivante. Hein, il en va de même pour les lois de programmation militaire qui sont quasiment toutes interrompues à mi-chemin pour en refaire une autre, hein, à chaque fois que les budgets augmentent un peu trop, on est obligé de repousser l'arrivée de gros budgets. Donc là, l'annonce qui est faite vise surtout à en mettre plein la vue à la Russie. Rendez-vous compte, on va mettre 800 milliards on va mobiliser 800 milliards. Moi, je peux vous dire que ces 800 milliards ne seront jamais mobilisés parce qu'ils ne seront jamais réunis. Hein. Et on peut toujours faire tourner la planche à billets, mais l'état dans lequel est aujourd'hui dans lesquelles sont les finances européenne aujourd'hui, hein, c'est dans un état calamiteux. Il y a eu la Covid-19 avec déjà un emprunt exceptionnel de 500 milliards de dollars. Maintenant, on en est à 800. Et vas-y que t'emprunte des milliards et des centaines de milliards de dollars. Tout ça n'a aucun sens et ne sera pas réalisé, hein. C'est une certitude. Là, j'y mets je parie des caisses et des caisses de champagne que jamais 800 milliards ne seront mobilisés en Europe. Vous savez, la défense européenne, c'est un vieux serpent de mer, hein, et on n'arrive jamais à la faire depuis 30 ans. Moi, j'ai participé il y a 30 ans à ce style de réunion, hein, où on essayait de mettre sur pied une défense européenne et à chaque fois, on voyait le Royaume-Uni avait une solidarité anglo-saxonne et qui disait non, 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 il faut faire confiance aux États-Unis pour nous Mhm. protéger. Donc, pas de défense, pas de composante Union européenne de la défense. Bon, cette composante n'a jamais réussi à émerger, à naître, et c'est pas aujourd'hui qu'elle va naître, hein, parce que pour faire tout ça, il faut du temps. Hein. Les 800 milliards qu'on annonce comme ça, du jour au lendemain, hein, il faudrait des années et des années pour les rassembler. Et d'ici des années et des années, la guerre en Ukraine sera finie depuis belle lurette. Elle ne va pas durer des années et Justement, des là, années. vous soulevez un point extrêmement important parce que souvent, c'est quand on regarde la presse occidentale enfin les médias, que ce soit l'audiovisuel ou ce qui est écrit dans les sites, on a l'impression qu'ils présentent les choses comme si c'est quand on décide. À supposer que les 800 milliards sont réunis, pas de problème, on a trouvé l'argent, abracadabra, avec sa baguette magique, Ursula von der Leyen a fait sortir 800 milliards par-dessous terre. Ce qu'il dit, c'est les gens, on essaie de faire comprendre comme si, une fois qu'on a l'argent, cet argent, immédiatement, il peut être transformé en armement. Alors qu'en réalité, même si on a rassemblé l'argent, il faut quand même 2, 3, voire 4 ans. Voire 4 ans pour que cet argent devienne de l'armement, qu'on puisse aider l'Ukraine ou qu'on puisse réarmer l'Europe. Exactement, c'est tout à fait ce que vous dites, hein. C'est pas tout d'avoir l'argent. Après, il faut, comme on s'est désindustrialisé, on n'a plus les industries d'armement qui allaient bien, hein. Soit il faut acheter sur étagère, mais euh,
les États-Unis n'ont pas ce qu'il faut aujourd'hui sur étagère, hein, donc il faut remettre en route des machines productives, hein, et tout ça, ça prend du temps. Et après, quand bien même l'armement arrive, une fois qu'il est arrivé, il faut trouver les personnels pour servir cet armement, hein, il faut les former. Enfin, tout ça, ça prend du temps, hein. Vous savez, une armée, quand on la démonte, ce qui a été le cas de l'armée française, par exemple, à la fin au moment de l'effondrement de l'ex-Union soviétique en 1990, hein, l'armée française a voulu engranger les dividendes de la paix et on a commencé à démanteler les unités, à abandonner les villes de garnison, à réduire le nombre d'armements, à réduire l'entraînement, à réduire tout, hein, et à réduire surtout les budgets. Les budgets ont plongé, hein, ont été divisés par deux ou par trois. Et donc, quand on a passé détruire un instrument qui tournait à peu près en 1990, c'est facile. Le reconstruire, c'est beaucoup plus difficile. Ça a pris 10 ans pour le démolir, ça prendra 20 ans au moins pour reconstruire quelque chose digne de ce nom pour l'armée française. Et c'est la même chose pour l'armée britannique qui est dans un état pitoyable, hein. Les responsables de l'armée britannique disaient qu'aujourd'hui, à la date où nous parlons, ils avaient en tout et pour tout 25 chars à mettre en ligne. 25 chars à 25. mettre en ligne, c'est tout, c'est toute l'armée britannique. Elle est dans un état dans lequel elle n'a jamais été depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a jamais été dans un état aussi pitoyable. Donc remonter une armée, hein, comme ça ne se fait pas, comme vous l'avez dit, d'un coup de baguette magique, hein. Même en brandissant des milliards et des milliards, les gens ne vont pas se précipiter pour être recrutés. Aujourd'hui, l'armée britannique est en déficit de 15 000 hommes par rapport aux droits déjà maigres qu'elle a pour constituer son armée. L'armée de terre française, c'est à peu près pareil, une quinzaine de milliers d'hommes, et l'armée allemande, c'est 25 000 hommes. Hein, tout ça, ça manque. Et ça veut dire que les Français, les Allemands et les Britanniques ne se précipitent pas pour être recrutés dans les armées. Aujourd'hui, c'est pas ce qui compte, hein. Et surtout avec cette épée de D'accord, Damoclès sur la tête que brandit le président. Vous savez, le président, il fait ça pourquoi? Il fait ça pour exister. Hein, aujourd'hui, il se rend bien compte que sa cote de popularité est dérisoire dans le pays, donc il faut qu'il essaye de la remonter, hein, et rien de tel que surfer sur la peur des gens, faire peur aux gens pour que, très craintifs comme un troupeau de moutons, ils se rassemblent auprès du berger, le berger étant bien sûr le président de la République. Bon, tout ceci ne tient pas, hein, tout ceci est une d'accord, gigantesque farce, une gigantesque comédie qui est jouée à la face de la Russie, qui doit, à mon avis, le président Poutine doit bien rire en voyant ces efforts d'accord, désespérés des Européens d'exister alors qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus parce que leurs pays sont en faillite depuis belle lurette et que les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de la Russie ont été contre-productives pour les pays européens et que ces pays européens aujourd'hui sont en difficulté d'accord. économique grandissante et ça ne leur permettra pas de mener à bien ces projets de réarmement qu'ils brandissent à coups de centaines de D'accord. milliards. Bien. Juste pour pousser un peu c'est-à-dire le raisonnement un peu loin. Alors, j'aimerais bien aussi montrer la situation aux États-Unis dans laquelle se trouve Donald Trump. Alors, pour la période, donc la même période, c'est-à-dire 2023-2024, les États-Unis, qui auparavant avaient la contribution la plus importante au sein de l'OTAN, contribuent désormais actuellement à la même hauteur que les Allemands, c'est-à-dire 15,88%. Alors, dans ce contexte, je crois qu'il est très utile de rappeler que le montant de la dette américaine souvent cité par les analystes géopolitiques et géoéconomiques, est celui de la dette fédérale, soit près de 36 000 actuellement, au moment où on parle, je l'ai vérifié ce matin, 36 560 milliards de dollars. Mais si on regarde la dette globale maintenant, qui contient tous les autres types de dettes, elle est actuellement à 102 318 milliards, soit près de 400% du PIB américain, 97% du PIB mondial.
Et si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse qui sont également des dettes, on arrive à une somme mais vraiment astronomique de 308 000 milliards de dollars, donc soit 1200% du PIB du pays et près de 290% du PIB mondial. Alors, mon général, dans ce cas, comment comprenez-vous la déclaration de von der Leyen qui dit, je cite, les États membres peuvent renforcer massivement leur soutien à l'Ukraine. Et il s'agit donc d'un équipement militaire immédiat pour l'Ukraine. Un équipement militaire immédiat pour l'Ukraine, donc comme ils ne peuvent pas le fabriquer, la question aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'acheter aux Américains, étant donné que l'industrie militaire européenne est en déconfiture? Oui, bon, les Américains sont eux aussi en difficulté économique, hein. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Trump ne souhaite pas continuer les guerres, hein. Il se rend bien compte que la guerre n'apporte que des dettes supplémentaires et n'apporte que très peu de profit. Donc Trump a changé de son fusil d'épaule, hein. L'Amérique de Trump, c'est tout sauf l'Amérique de Biden. Et cette Amérique-là, elle est souverainiste et elle a des liens, j'allais dire presque culturel avec la Russie, hein. C'est-à-dire que c'est une Amérique qui Ah n'est ouais. pas wokiste, hein, qui est contre le wokisme, qui est contre ces nouvelles tendances qu'on essaye de nous imposer dans l'Occident otanien en général. Donc Trump a pris à 180 degrés, un virage à 180 degrés par rapport à la position de son prédécesseur, Biden, hein. Et donc, il n'est pas, lui non plus, en mesure d'alimenter toutes les guerres dans le monde, hein. Le dollar sera de toute manière en difficulté parce que toutes ces dettes abyssales, ces dettes monstrueuses, ces dettes astronomiques, elles sont gagées aujourd'hui sur rien, hein. Et le dollar, ça finira par affaiblir le dollar. Bon, quant aux Européens là-dedans, ils sont eux aussi. C'est là qu'on on peut constater, vous et moi, que ça n'est pas sérieux, hein. Les Européens sont endettés eux aussi à un point où ils ne l'ont jamais été, hein, et ils ont un allié américain qui ne tire pas dans le même sens qu'eux aujourd'hui, hein. Mhm. Donc, les rodomontades, hein, de l'Union européenne ne devraient pas impressionner qui que ce soit aujourd'hui, hein. Ça ne tient pas, ça ne tient sur rien. On voit, et vous l'avez très bien dit, hein, les dettes américaines sont abyssales. Ce que Trump cherche à faire aujourd'hui, c'est essayer de ramener, de payer d'abord, de réduire l'endettement annuel qui est colossal, hein. C'est 2000 milliards de dollars de plus de dettes par an. deux Mhm. mille milliards de dollars de plus de dettes par an, hein. Et ça c'est le déficit budgétaire américain. Le Oui. déficit budgétaire français, par exemple, est de 180 milliards de dollars, alors que le déficit commercial russe est inexistant aujourd'hui, quoi, ou pratiquement, hein. Il y a un déficit budgétaire russe, mais qui est peut-être 4 ou 5 fois inférieur au déficit budgétaire français, hein. Je l'ai vu récemment, c'est paru sur l'agence TASS, hein. Le déficit budgétaire russe est dérisoire par rapport au déficit budgétaire américain. Et puis, ce qu'essaye de faire l'Amérique de Trump, hein, c'est d'essayer de réduire un autre déficit qui est le déficit commercial. Mhm. Actuellement, l'Amérique a un déficit commercial d'environ 1200 milliards de dollars par an, 1200 milliards de dollars par an. Et ce que Trump cherche à faire, c'est aujourd'hui de réduire ce déficit commercial et de rapatrier donc toutes les entreprises qui avaient externalisé pour faire des économies dans des pays de main-d'œuvre à bas coût, hein, et essayer de rapatrier un petit peu tout ça, et c'est l'objet des taxes qu'il met, hein. Donc, on voit bien que Trump, il est pas dirigé vers la guerre, il est dirigé vers l'économie. Il Mhm. veut remettre l'Amérique great again, comme il dit, mais pas spécialement par la guerre, mais par l'économie. Il veut que l'Amérique retrouve un équilibre financier, un équilibre dans ses finances,
Et dans ces cas-là, c'est complètement incompatible avec la guerre. Donc Trump ne fera pas la guerre, ne D'accord. participera pas à la guerre et n'aidera pas les Européens et n'apportera aucune garantie à l'Europe si par hasard celle-ci se mêlait de faire la guerre à la Russie. Hein, donc, D'accord. mais elle ne le fera pas. Elle le fera pas parce qu'elle n'en a pas les moyens. Alors, justement, pour revenir donc à la situation de l'endettement de toute la majorité des pays européens, et à titre d'exemple, et j'aimerais bien donc montrer, parce que c'est très important, donc c'est la France. Depuis le début donc, des années 2000, la dette publique totale française, en tenant compte donc de la partie hors bilan, c'est-à-dire ce qui relève du paiement des retraites, des fonctionnaires et Mhm. tout, et alors, a connu une très forte croissance, passant d'un peu plus de 2000 milliards d'euros à près de 7000 milliards actuellement, soit près de 250 du PIB pour une dette publique de 3300 milliards d'euros. Alors, la France, qui est la première armée de l'Europe, a-t-elle les moyens financiers et industriels de sa vision de la paix en Ukraine, comme l'a expliqué Emmanuel Macron hier? Non, non, absolument pas. Bien que Hein. Là encore, on est dans le nous reviendrons déclaratif. à Hein. ça lors de la deuxième partie de l'entretien. Oui, là, on est là encore dans le déclaratif le plus complet. Hein. Monsieur Macron n'a pas le moindre sou d'avance, hein, et il est incapable. Il a à lui tout seul, creusé la dette française euh, de l'État, Plus de hein, de 1000 1000 milliards. milliards, de plus de 1000 milliards de Ouais, dollars, d'euros. d'euros. 1000 milliards d'euros. Hein. Donc, c'est avec un ministre des Finances incompétent notoire, hein, qu'on appelait Monsieur Bruno Le Maire, hein, qui prétendait vouloir effondrer l'économie russe par des sanctions qui ont en fait participé à l'effondrement de l'économie française aujourd'hui. Hein, si la France et si les consommateurs français payent le gaz aussi cher aujourd'hui, l'énergie de toute nature, l'électricité aussi chère, tout ça, c'est lié évidemment aux sanctions contre-productives qui ont été appliquées à la Russie. Donc, M. Macron devrait la jouer modeste, hein, et devrait se faire tout petit, mais non. Non, c'est pas dans son tempérament. Aujourd'hui, il est en mal de notoriété en France, hein, et il veut essayer de rétablir sa notoriété, un peu comme un roquet dans une cour de récréation, hein, un petit jeune qui pèse pas très lourd, hein, et qui dit retenez-moi ou je fais un malheur, hein, face à un géant, quoi. Bon, et D'accord, on en est là, hein, et c'est pitoyable, pitoyable pour lui, pitoyable pour notre pays d'avoir un tel dirigeant et d'avoir réussi à monter un tel dirigeant à ce niveau-là, hein, et c'est bien sûr derrière ce personnage, hein, on voit bien que il y a les médias et il y a les lobbies, ce qu'on appelle ailleurs, un peu partout dans le monde, l'État profond. Hein. L'État profond français est à la manœuvre. Justement, c'est par rapport à ça, justement, que j'aimerais vous poser la dernière question. Parce que quand on regarde le panorama de toute la situation, on se rend compte que, effectivement, comme vous le dites très bien, que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Non. Moi, s'ils ont des baguettes magiques cachées sous leurs oreillers, ce n'est pas sérieux. Ça ne tient pas la route dans la réalité. Mais j'aimerais bien rappeler un fait historique qui est très important. Alors, selon beaucoup d'experts d'ailleurs, la situation actuelle de l'économie mondiale ressemble dans sa dynamique à celle des années 30, déclenchée par la crise boursière donc, de 1929. Et il y a un célèbre historien, c'est Carol Quigley, dans son livre Tragédie et espoir, publié en 1966, avance le concept justement de l'écart déflationniste. Ce concept-là, il caractérise selon lui l'excédent d'épargne sur l'investissement générant l'insuffisance de pouvoir d'achat dans le système économique. Et c'est selon la méthode donc choisie, comme il l'explique, pour résoudre la question de l'écart déflationniste que le professeur Quigley arrive à démontrer le lien entre les crises économiques et les deux guerres mondiales, la première 14-19 et 39-45. Alors, en effet, donc, entre la destruction de biens, l'abaissement de l'offre de biens et l'augmentation de l'offre de pouvoir d'achat et la production de biens qui n'entrent pas sur le marché, c'est-à-dire l'armement,
par excellence pour réduire l'écart déflationniste. Alors, la meilleure solution consiste en réalité, selon lui, dans des investissements publics, dans des biens d'équipement productifs qui augmentent la richesse nationale et le niveau de vie. Cette démarche est farouchement, malheureusement, rejetée par les intérêts privés, c'est-à-dire ceux qui contrôlent l'État profond, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis, financiers et donc et banquiers en tête. Et ainsi, à défaut, les pays occidentaux préfèrent augmenter les dépenses militaires pour combler l'écart déflationniste comme dans les années 30. Alors ma question, mon général, d'abord, qu'en pensez-vous? Est-ce que les élites occidentales ne sont-elles pas en train de choisir la guerre à nouveau pour régler la crise du système capitaliste? Et comme l'explique Carol Quigley, là, la variable d'ajustement devient l'épargne des gens, l'épargne des citoyens, c'est-à-dire la propriété privée. Est-ce que, in fine, ce n'est pas ça qui est visé? Est-ce qu'ils ne se préparent pas à ponctionner justement l'épargne pour assouvir leur plan? Non, mais bon, moi, je crois que ils vont peut-être utiliser, c'est la peur, hein, pour essayer de pouvoir accéder à l'épargne des populations européennes. Ils vont peut-être utiliser ça. Mais ce que je pense vraiment et sincèrement, hein, c'est que ces brillantes déclarations, hein, de 800 milliards ne seront jamais, jamais mises en œuvre et peut-être ne commenceront-elles pas à l'être. Elles seront jamais mises en œuvre. C'est du blablabla, hein, pour les bonnets, quoi, hein. Et il y a des Français qui y croient, hein. Bon, il y en a à peu près un tiers qui n'y croient pas du tout, ou qui y croient. Il y en a un tiers un peu moins d'un tiers euh, qui y croit un petit peu, et puis il y a quand même presque une petite moitié, mais moins de la moitié à mon avis, qui font confiance encore à nos élites, hein, et qui croient encore ce que nos élites nous disent. Donc, moi, je crois vraiment que ils cherchent aujourd'hui à surfer sur la peur, pas la peur, peut-être essayer d'impressionner la Russie en disant, regardez à quel point nous sommes ensemble et nous allons ensemble résister aux vilains envahisseurs russes en Ukraine, quoi. Bon, je ne pense pas que Poutine soit très impressionné. Et puis, ils cherchent surtout à faire peur à leur population pour peut-être essayer de régler leurs problèmes économiques en trouvant un bouc Mhm, émissaire. Hein, la Russie est un excellent bouc émissaire, hein. On dira, bah, c'est pas de notre faute si on est en faillite, c'est de la faute de la Russie, hein. C'est toujours, de toute manière, tout est toujours de la faute de la Russie. Quand on a affaire à des élites comme celles qui sont aujourd'hui au sommet des gouvernances européennes, hein, et ce sont des élites néoconservatrices, donc russophobes. Les néoconservateurs sont russophobes, et ils sont russophobes pourquoi? Parce que les néoconservateurs veulent pour l'Occident exclusivement la domination mondiale, hein, pour un nouveau siècle. Project for a New American Century. C'est ça la doctrine des néoconservateurs. Et aujourd'hui, on a des néoconservateurs, hein, qui sont russophobes parce que justement, la Russie est un obstacle de taille et peut-être même l'obstacle majeur qui les empêche d'obtenir la suprématie sur le monde. C'est pour ça qu'ils sont russophobes depuis très longtemps, hein, et qui mhm. veulent abattre la Russie. Voilà. Donc, oui, ils cherchent à faire peur aux gens pour essayer d'accéder à leur épargne et pour essayer de trouver une bonne raison, hein, pour tous les malheurs économiques qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui sont bien antérieurs à l'opération spéciale, hein. Mhm. Monsieur Macron a commencé à ruiner la France dès le début de sa présidence en 2017, hein. Il a commencé à creuser comme un fou le trou de la dette, hein. Donc, bon, voilà. D'accord. Alors, hier soir, Emmanuel Macron s'est adressé à la nation française avec un discours hyper belliqueux à l'égard de la Russie. Alors,
il avait déclaré que l'agressivité de la Russie ne semble pas connaître de frontières. Et le président français a déclaré souhaiter donc, comme nous l'avons développé durant la première partie, des investissements supplémentaires dans le domaine de la défense compte tenu de l'évolution des menaces. Alors, première question, en tant que citoyen français, comment percevez-vous ce discours et pourquoi cette agressivité à l'égard de la Russie? Et aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que la Russie qui a signé les accords de Minsk avec bonne foi a été trompée par l'Allemagne et par la France, justement. Et François Hollande l'avait dit que, tout comme Angela Merkel, que les accords de Minsk n'avaient pas pour but d'arrêter la guerre, mais de donner le temps à l'armée ukrainienne de se préparer. C'est ce qu'a dit Dmitri Peskov, le conseiller ou le porte-parole de la présidence russe. Par rapport aussi à ça, il y a Sergei Lavrov qui dit que Macron se comporte un peu comme Hitler ou comme Napoléon Bonaparte et il veut endosser le manteau de l'homme de guerre. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça, général Delavat? Oui, non, je pense que M. Macron est en déficit de cote de popularité, hein. Sa cote de popularité est au plus bas, il cherche à la remonter, donc il cherche à exister, quoi. Il faut qu'on Mhm. parle de lui absolument, et il se place donc en moteur de l'UE, en chien de meute, en chien de tête, hein, du traîneau, hein, de la meute qui conduit le traîneau européen. Hein, il cherche à exister, quoi, hein, tout simplement. Donc, il a un discours qui dépasse largement et sa pensée, probablement, et surtout ses capacités, hein. Il parle au-dessus de ses moyens. Il n'a pas les moyens de tenir un tel discours, hein. Il faudrait et même les États-Unis n'auraient pas les moyens de le tenir à eux seuls, hein. Donc, prétendre que la France, à elle toute seule, va changer les choses, hein. Donc, je pense que Monsieur Macron souhaite surfer un peu sur la peur, hein, essayer d'obtenir par la peur que les Français reviennent un peu dans le giron de l'État, hein, parce que Mhm. les Français aujourd'hui ont tendance à ruer dans les brancards, hein. Donc pour essayer de les faire taire, il faut leur faire peur, hein, comme à l'époque du Covid, hein. Chacun se souviendra de cette annonce solennelle du président lors de la crise Covid. Nous sommes en guerre. Nous sommes Oui. en guerre. Ça, devant le pays tout entier, hein, pour traumatiser le pays. Bon, il traumatise peut-être les vieilles mamies dans les EHPAD, hein, mais il traumatise pas grand monde. Et je suis pas sûr que son discours est vraiment porté. Ce qui m'inquiète davantage, moi, c'est que dans la classe politique française, il n'y ait pas grand monde aujourd'hui qui s'oppose à lui, hein, qui ose remettre en cause le discours présidentiel. Dans la classe politique, j'entends représentée au Parlement. Et ça m'inquiète un peu, hein. Il y a une espèce d'unanimité néoconservatrice en France, hein, qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, en gros, hein, c'est-à-dire la totalité du spectre politique. Et ils font une espèce d'union sacrée, mais qui est une union sacrée seulement des parlementaires, hein, qui ne représentent qu'eux-mêmes, en fait, hein, parce que le peuple tout entier est sur une longueur d'onde bien différente aujourd'hui, hein. Je pense que si on demande euh, au peuple français s'ils veulent vraiment, par exemple, avoir des soldats engagés en Ukraine, moins d'un tiers des Français aujourd'hui accepteraient cette idée-là, hein. Moins d'un Mhm. tiers. Donc les deux tiers la refusent. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc M. Macron a beau pérorer, a beau sortir de grands discours, hein, ça ne rime strictement à rien. C'est un discours qui est fondé ou basé sur le vide, hein, le vide. Et justement parce que c'est tellement impressionnant même, parce que c'est un discours qui intervient dans le contexte où Donald Trump annonce la suspension des livraisons d'armes à, à l'Ukraine. Et aussi, c'est après une altercation quand même vue dans le monde entier avec son homologue ukrainien la semaine dernière à la Maison-Blanche.
Et c'est à ce moment-là que Macron choisit de s'attaquer encore à la Russie et de dire que c'est la menace, c'est essentiel qui met la sécurité de l'Europe en danger, sans rappeler que c'était l'OTAN qui s'est élargie vers les frontières de la Russie et toute la politique qui a suscité justement cette réaction, disons, brutale de la part de la Russie. Alors, Oui, faut-il prendre l'un tout des ça au sérieux? l'un des géopoliticiens les plus fameux, les plus expérimentés au monde hein, aujourd'hui, qui s'appelle Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs est venu faire un discours devant le Parlement européen, hein, c'est à peu près ce qu'il a expliqué, hein. Il a donné une leçon au Parlement européen qui est à peu près la même que le vice-président américain a donnée à Munich, hein. Il a fait la leçon aux Européens en leur disant arrêtez, quoi, arrêtez vos bêtises, hein. Et Jeffrey Sachs connaît les problèmes parce que ça fait 40 ans qu'il a été au plus haut niveau, hein, que ce soit de l'ONU, il a servi en Ukraine, il a servi en Russie, il a servi bien sûr aux États-Unis, où il est un universitaire distingué, hein. Donc cet homme-là, qui est extrêmement compétent, a dit aux Européens, arrêtez vos bêtises, hein. Donc, si vous voulez, Monsieur Macron, c'est un gamin, hein, c'est un gamin, hein. Il a beau prendre le ton, parce que c'est un bon acteur, hein, comme Zelensky d'ailleurs, hein. Et c'est un excellent acteur, hein, Mhm. il essaye de faire valoir ses talents d'acteur, hein, pour essayer de grignoter quelques points de popularité en plus, hein. Mais bon, tout ça, ça ne... Je le répète, hein, il a choisi non seulement le mauvais moment, parce que il faut bien se rendre compte que l'Union européenne aujourd'hui, enfin, d'une manière générale, l'Occident otanien commençait déjà à s'isoler sur la planète. Avec la double affaire de l'Ukraine et de Gaza, ils avaient beaucoup plus d'adversaires hein, que de partisans dans les 193 États qui constituent les Nations Unies aujourd'hui, hein. Donc, l'Union européenne était, avec les États-Unis, avec le monde de l'Occident otanien, commençait à s'isoler du reste du monde, de la majorité planétaire. Mais là, il y a, non seulement on est isolé de la majorité planétaire, mais en ce moment, l'Union européenne est en plus en train de s'isoler de l'Amérique. Et il Mhm. y a une ironie magnifique, une ironie amusante hein, à regarder ce qu'était, il y a quelques années, l'objectif des États-Unis, des néoconservateurs américains, c'était de dissocier l'Europe de la Russie. Et aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? On assiste Absolument. à une Russie qui a réussi à dissocier l'Europe de l'Amérique, Mhm. des États-Unis. C'est un retournement de l'histoire qui est plutôt amusant, hein. Et dans ce retournement, on voit s'agiter en frénésie, hein, une agitation frénétique de personnel politique en panique, hein. C'est les gouvernances européennes qui ne savent plus où donner de la tête. Elles ne comprennent plus comment elles en sont arrivées là, à force de néoconservatisme jusque-boutiste. Ils se sont mis dans le pétrin et ils ne savent plus comment s'en sortir. Alors, pour s'en sortir avec un peu d'honneur, par le haut, ils continuent de manière jusqu'au boutiste, hein, comme un Mhm. Massadal. Ils vont s'enfermer dans la citadelle et lutter contre le reste du monde. Non, ça n'est pas sérieux. Là encore, hein, c'est une tragédie que nous joue le théâtreux, l'homme de théâtre Macron, hein. Et il amuse. C'est même plus un amuseur public, hein. Il fait pleurer, il va faire pleurer les foules aujourd'hui, les foules européennes, hein. Donc ça n'est pas sérieux, ça n'est pas sérieux. Alors, dans la même intervention, Macron a déclaré qu'il était contre une paix en Ukraine qui pourrait être conclue à n'importe quel prix. C'est-à-dire en faisant allusion aux discussions qui ont commencé entre Russes et Américains. Et dans le même temps, il a annoncé que la France réunira la semaine prochaine à Paris les chefs d'état-major des pays européens prêts à garantir une future paix en Ukraine. Et selon lui, le moment exige des décisions sans précédent et la paix en Ukraine passera aussi peut-être
par le déploiement de forces européennes. Alors, quels sont selon vous les pays qui pourraient y participer? Les pays européens qui seraient peut-être, euh, disons, un peu, qui auraient perdu la raison dans les conditions actuelles pourraient y participer, mais aussi euh, de quelles décisions son précédent s'agit-il et de quoi il parle sur ça? Et, et comment voyez-vous justement, parce que euh, cette division entre l'Europe et les États-Unis que vous venez d'évoquer, on a l'impression que l'État profond ou les néoconservateurs qui sont actuellement peut-être en difficulté aux États-Unis, ils s'expriment, mais ils ont trouvé un moyen de s'exprimer et de continuer leur jeu via les élites européennes. Oui, oui. Bon, moi d'abord, ce que je pense vraiment, hein, c'est qu'il n'y aura pas à aucun moment de troupes européennes en Ukraine en unité constituée, hein, qu'il y en ait quelques-uns là déjà hein, depuis très longtemps, hein, au niveau des forces spéciales, du renseignement, etc. C'est certain, hein, mais qu'il y en ait en unité constituée, je ne le pense pas, pour une raison très simple, hein, c'est que Emmanuel Macron prétend que ces forces-là seraient, bien sûr, sous le casque bleu, hein, des forces de maintien de la paix. Il oublie simplement que pour que des casques bleus se déploient quelque part dans le monde, il faut l'accord de l'ONU, hein. Le casque bleu, c'est une marque de l'ONU. Et que l'ONU, il y a des droits de veto à l'ONU, que la Russie a le droit de veto, hein, que la Chine a le droit de veto aussi, hein, et que donc tous les souhaits et les rêves européens de se déployer sous le casque bleu en Ukraine ne sont tout simplement pas réalisables parce que la Russie a déjà dit depuis très très longtemps qu'aucun soldat européen, qu'il soit déguisé en casque bleu, en casque blanc, en casque rose, ne mettrait les pieds en Ukraine sans devenir une cible pour l'armée russe. Donc, il n'y aura pas de soldats européens en Ukraine, hein, et beaucoup de pays européens sont d'ores et déjà réticents comme par exemple l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas encore, n'a pas du tout l'intention d'envoyer des gens en Ukraine, et elle l'a fait savoir pour l'instant, hein. Euh, et ça n'est pas le seul. Bon, je ne parle pas bien sûr de la Hongrie et de la Slovaquie qui ne mettront jamais un soldat en Ukraine, bien au contraire, hein. Si, ou même des pays comme la Roumanie, surtout après les élections de mai prochain, hein. Mhm. Donc aujourd'hui, je ne vois que les pays les plus néocons d'Europe, hein, les trois pays ou les quatre pays les plus néocons d'Europe pourraient être considérés comme numéro un, la Grande-Bretagne, le plus néocon de tous, hein. Le numéro 2, c'est la France, hein. Donc le duo franco-britannique prétend jouer le rôle de leader dans ces fantasmes de mise de troupes au sol, hein, qui ont toujours été annoncés mais jamais joués, hein, depuis déjà plus de 2 ans par Emmanuel Macron, hein. Monsieur Macron est un spécialiste de l'annonce des troupes au sol, hein. Ça fait déjà 2 ans qu'il nous fait le coup. Bon, il n'y aura pas plus de troupes au sol demain. Alors, il réunit des chefs d'état-major, etc., etc. Mais tout ça, ça ne rime strictement à rien. D'abord parce que dans les chefs d'état-major qui vont venir, une partie vont venir pour dire non, nous, on ne participera pas. Dans ceux qui vont venir et qui souhaiteraient participer, ils vont tous mettre une condition. On le fait à condition que les Américains soient derrière nous et soient un Ouais, gage ouais. de sécurité, chose que l'Amérique va refuser. L'Amérique a déjà dit qu'elle ne donnait pas de filet de sécurité à l'Europe dans cette affaire-là. Donc l'affaire, elle est déjà réglée avant même d'être commencée, mais on continue à blablater. On occupe le terrain de la communication et on essaye de maintenir les opinions publiques occidentales dans cette peur de cette guerre à venir, de militaires sur le terrain, etc. Hein. Et après, on pourrait aussi s'interroger sur l'attitude des militaires eux-mêmes, hein. Je ne Mhm. parle pas du chef des armées parce que le chef des armées en Grande-Bretagne, enfin la haute hiérarchie britannique s'est inquiétée
des déclarations politiques de Keir Starmer, hein, en disant que bon, il avait peut-être pas les moyens de ce qu'il annonçait, hein. Il annonçait des tas de choses, mais que les moyens ne suivaient pas derrière, hein. Mais je pense que dans tous les pays européens, les moyens ne suivent pas derrière, hein. Moi, je regrette, hein, mais l'armée française, elle est incapable aujourd'hui de tenir plus de quelques dizaines de kilomètres de front si par hasard elle était engagée et c'est, elle constitue en effectif à peu près l'équivalent d'une semaine ou deux de consommation de l'armée russe, hein, au petit déjeuner, quoi. Bon, donc c'est même pas la peine de s'y mettre, hein. J'ai la conviction d'ailleurs qu'une bonne partie des soldats ne mettraient pas d'ardeur à se battre, ils mettraient plutôt une certaine ardeur à se rendre, hein. Parce que si vous voulez, pour se battre quelque part et pour une cause, il faut que la cause soit reconnue comme juste, hein, par les gens qui vont se battre pour elle. Bon, présenter Zelensky comme étant un, un homme défendant une cause juste, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de son pays, alors qu'il a massacré pendant 8 ans les populations du Donbass et qu'il s'est comporté, enfin lui et son prédécesseur, hein, et qu'il s'est mal comporté envers les populations russophones, contrairement à ce qui était indiqué dans les accords de Minsk, hein. Donc bon. Les Français vont pas aller se faire tuer pour ça. Enfin, moi, si j'étais aujourd'hui en situation d'être mobilisé, je ne le suis plus aujourd'hui, mais je refuserais tout simplement de me rendre à la convocation en disant, bon, attendez, réévaluez votre affaire, hein. Et je dis encore qu'aujourd'hui, la population française ne souhaite pas voir le moindre soldat français en Ukraine, aux deux tiers, hein. Donc aujourd'hui, les annonces faites par Macron ne sont pas les annonces souhaitées par le peuple, hein. Le Mhm. peuple, il n'est jamais consulté. Monsieur Macron fait à peu près ce qui lui plaît, envoie à la vie et à la mort, lui qui n'a jamais porté un uniforme et jamais tiré une balle de sa vie et jamais vu un mort de sa vie, un mort, j'entends de la guerre, hein, Mhm. démembré, abîmé. Bon, c'est cet homme-là qui prétend être chef des armées françaises, mais enfin, faut qu'il refasse toute son éducation. Enfin, c'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux et il ne sera pas suivi par ses troupes, hein. Un chef a besoin d'être respecté par ses troupes et les troupes ont besoin de croire en leur cause. Sinon, ils ne seront pas résilients. Ils se rendront au premier prétexte, hein. C'est pas, on a besoin de croire dans la cause pour laquelle on se bat. Alors, il y a certains Ukrainiens qui y croient aujourd'hui, on les voit sur les champs de bataille, ils se débrouillent pas si mal que ça. Finalement, l'armée la plus résiliente, la plus résiliente de toute l'Europe, en dehors de la Russie, j'entends, hein, faisant face à la Russie, c'est l'armée ukrainienne, hein. L'armée ukrainienne, elle est entraînée, ça fait déjà 3 ans qu'elle se bat, elle est en mesure encore et elle se bat bien, hein. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Mais, euh, mais voilà, elle a été mise dans cette mauvaise affaire par une gouvernance corrompue, hein, Alors, Zelensky pour ne pas le citer. pour ça, Voilà. justement, j'aimerais terminer sur une question qui est fondamentale et je pense que c'était le noyau de la déclaration de Macron. Alors, lui, donc, il a déclaré que l'Europe de la défense devient donc une réalité. Et ainsi, plusieurs mesures donc seront prises dans le domaine de la défense, de l'économie. Il précise qui impacteront sans doute la vie quotidienne des Français. Alors, c'est la même, la première chose. Deuxième chose, et c'est la plus importante, il a également déclaré qu'il avait décidé d'entamer une discussion sur l'utilisation des armes nucléaires de la France pour défendre l'ensemble de l'Union européenne. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est raisonnable de faire ça, c'est-à-dire de partager le seul outil qui reste entre l'armée française pour assurer sa sécurité, et de les partager avec tous les pays de l'Union européenne, malgré toutes les divergences qui existent à l'intérieur. Et puis, si c'est le cas, est-ce que les Français n'auraient-ils pas le droit d'être consultés justement par référendum concernant la mise à disposition de l'arme nucléaire à l'Europe? Non, mais bon, M. Macron ne veut surtout pas faire un référendum parce qu'il sait qu'il le perdrait. Quelle que soit la question, d'ailleurs, hein, les Français en ont tellement marre de lui, d'une manière générale, hein, qu'ils le mettraient dehors et qu'ils répondraient non à la question
le président Macron souhaiterait une réponse positive. Hein, donc, ils s'opposeront de toute manière. Si un référendum était organisé aujourd'hui, les Français diraient non, hein, à Macron, quelle que soit l'affaire. Alors, quant à partager la dissuasion nucléaire, c'est une monstruosité qui est dénoncée par une majorité des militaires qui ont vécu la naissance et la vie de l'arme nucléaire française jusqu'à présent. Hein. C'est une arme de dernier recours et qui est une arme nationale, hein, dont seul le président français a la clé. On ne met pas ce genre d'arme à la disposition de tous parce que c'est multiplier le risque de faire de cette arme qui est une arme de non-emploi, d'en faire une arme d'emploi, parce qu'il y aura toujours un clampin pour aller provoquer la Russie et pour se prendre une grosse baffe dans la figure, hein, comme l'a fait l'Ukraine. Hein. Donc on ne peut pas, en tout cas pas mettre l'Ukraine sous le parapluie nucléaire de l'Union européenne déjà, hein, et on ne peut pas mettre non plus ni l'Allemagne, ni la Pologne, ni des pays belliqueux, hein, parce que ces pays belliqueux risqueraient de nous entraîner dans des conflits que nous n'avons pas souhaités, que nous n'avons pas voulu. Donc voilà, hein, moi, Mais c'est une grosse est-ce que bêtise de d'un faire point de ça. Par vue, contre, hein, est-ce que de point de vue de ces prérogatives constitutionnelles, telles que prévoit la Constitution justement l'usage de l'arme nucléaire ou le principe de la dissuasion, est-ce que il a le droit de faire ça, de lancer ce genre de discussion pour partager la dissuasion nucléaire française avec les pays européens? non, mais lui, il se fiche pas mal et ça l'indiffère complètement de savoir qu'il a le droit ou pas le droit. Le droit, il se le donne. Il se donne le droit de tout faire, lui. Hein, il a mis de son côté le Conseil constitutionnel, il a mis un copain, hein, qui est Richard Ferrand, qui est pas un repris de justice, mais en tout cas qui a été mis en examen pour des malversations, hein, ou de mauvaises choses. Bon, voilà, et c'est le président de notre Conseil constitutionnel, hein, c'est un copain de Macron. Hein, et il s'est mis dans les trois pouvoirs. Hein. En France, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il a réussi à se mettre dans la poche, hein, par corruption, hein, par tout un tas de juges, hein, qui lui donneront raison, hein, quelles que soient les bêtises qu'il fasse. Hein. La loi, ça s'interprète, hein, et l'interprète en dernier recours, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, M. Macron se fiche pas mal, hein, de ce que pensent les Français. Hein. Il prend les décisions qu'il a envie de prendre et il se fera donner raison par ses copains du Conseil constitutionnel. Donc, effectivement, ça n'est pas très constitutionnel et très, en tout cas traditionnel, de faire ce qu'il fait, mais il s'en fout. Il s'en fout. Il continuera jusqu'au boutiste à faire ce qu'il a envie de faire jusqu'au jour où il lui arrivera des problèmes. Hein. Vous savez, dans les gens qui ont mené leur pays à la baguette, hein, il y en a qui ont mal terminé. Hein. Bon, je Mhm. ne veux pas parler de Ceausescu, hein, qui a terminé contre un mur, fusillé, hein, mais je veux parler par exemple de Mussolini, qui a terminé accroché à un croc de boucher. Un beau jour, on l'a retrouvé dans une boucherie. Hein. Bon, Monsieur Macron serait prudent de ne pas tenter le diable, quoi, parce qu'à force d'indisposer tout le monde et de susciter la haine des gens qu'il est censé diriger, hein, et accompagner dans le bon sens, hein, il devrait faire très très attention parce qu'aujourd'hui, sa cote de popularité ne dépasse pas les 10%. Hein. Trump Mhm. disait pour Zelensky 4%, moi je dirais Macron, allez, 10%. Hein. Mais 10%, c'est qu'il en manque encore 90, hein, pour faire 100. Donc, M. Macron n'a pas la légitimité pour faire quoi que ce soit aujourd'hui en France. Il ne représente plus que lui-même. C'est à peu près Et ce par qu'on peut rapport à dire. Hein. ceux qui disent, qui analysent ça, en disant que nous sommes dans une situation de retrait probable des Américains, en tout cas c'est annoncé. L'Amérique ne veut pas être entraînée dans un conflit contre la Russie en Ukraine ou ailleurs. Euh, Ceux qui disent que c'est une tentative de la France justement de prendre la tête de la question de la défense européenne et de créer une espèce de ce qu'il a décrit, ça fait quelques années, de liberté ou de liberté stratégique par rapport à l'Europe et dont la France serait le moteur.
Oui, c'est un projet français qui date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. Moi, j'ai participé, je vais vous le dire, à un nombre de réunions à Bruxelles ou ailleurs, ou à Mons en Belgique, sur ces problèmes de défense, hein. C'est pas d'aujourd'hui que la France souhaiterait prendre la tête de la défense d'une composante Union européenne de l'OTAN, hein. Mhm, L'OTAN reposant, selon la France, sur deux pieds, hein, une Union européenne dirigée par la France, hein, sur le plan de la défense, hein, mhm. les États-Unis d'Amérique de l'autre côté, quoi. Mais bon, moi, je ne crois pas du tout à cette défense européenne. Pour l'instant, ça fait 30 ans qu'elle est dans les, c'est le serpent de mer, hein. Depuis 30 ans, elle est dans les tuyaux et depuis 30 ans, elle n'a jamais vu le jour, hein. Donc moi, je ne crois pas à cette Et future s'il défense met européenne justement parce dans, et s'il met justement sur la table, s'il met sur la table la question de partager la dissuasion nucléaire, parce que ça ne pourrait pas justement oui, booster oui, cette, oui, oui, non, mais ça c'est un argument qui lui permettrait de prendre la tête sous réserve que tous les partenaires de l'Union européenne soient d'accord avec ça. Or, dans toutes les réunions que j'ai vues depuis 30 ans, il y avait toujours euh, une partie non négligeable des États européens qui se refusent à ce genre de, de composante Union européenne de l'OTAN. Ils veulent pas de ça. Ils veulent le parapluie nucléaire américain, point final. Beaucoup d'États aujourd'hui mettront leur... Ce genre de décision est prise à l'unanimité, hein, et donc, il y aura des États pour dire non, hein, à cette défense européenne, ne serait-ce que la Hongrie, la Hongrie, la Slovaquie, dans un premier temps, et peut-être plus tard, on verra la Roumanie, hein, et Mhm, peut-être d'autres. Donc, moi, je ne crois pas à ce volet. Je crois qu'effectivement, la tentative de Macron de jouer sur sa, sur sa dissuasion nucléaire, mais là encore, hein, il y a une chose à bien voir, c'est que la dissuasion nucléaire française, elle n'a pas été, elle n'a pas été suivie pendant pas mal de temps, hein. Ça n'a pas été une priorité pendant pas mal de temps. Pendant que la Russie, elle, trouvait des nouveaux armements et surtout des nouveaux vecteurs pour mhm, transporter ses bombes, en particulier les vecteurs hypersoniques, la France, elle restait à l'âge de pierre, hein, avec une dissuasion nucléaire qui est, je ne dis pas obsolète, au point où l'est la dissuasion américaine, hein. Les Américains en sont encore au Minuteman. Le Minuteman a 50 ans d'âge. Donc, bon, tout ça, c'est un peu une dissuasion nucléaire du passé. mhm, Aujourd'hui, que vaut cette dissuasion? La bonne question, c'est ça. Que vaut cette dissuasion nucléaire française à l'aune des progrès qui ont été réalisés dans le domaine des vecteurs et mhm. dans le domaine de la contre, de La la contre-mesure, c'est de la bouclier défense antimissile, hein. antiaérienne, les missiles antiaériens. Voilà, des missiles antiaériens ou même de la défense électronique, hein, euh, antimissile, hein, le Mhm, bouclier mhm, protecteur, hein. Donc tout ça, on est en retard, hein. On l'a vu dans la guerre des drones. On n'est pas fichu d'avoir en grand nombre les drones que les Russes ou même que les Ukrainiens sont capables de construire, hein. Donc on n'a pas tout ça, hein. On a une guerre de retard, hein, il faut quand même le dire, hein. On a une guerre de retard et nos matériels ne sont pas prêts et ne seront pas prêts pour faire la guerre, hein. Donc voilà. D'accord. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Dominique Delaward, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'est au plaisir de vous revoir et Merci beaucoup. de Merci reparler à beaucoup. vos auditeurs. Merci beaucoup.